Eh bien, c'est parti. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Merci de vous rendre disponible ce matin pour ce webinaire sur la thématique le métavers ou le métaverse. Nous allons voir un petit peu justement dans quel cadre on l'appelle le métavers ou le métaverse. Et je pense que l'ambition ce matin, c'est véritablement de vous donner une overview sur ce qu'on appelle le métaverse. Que revêt ce concept qui est un concept qui est de plus en plus utilisé dans les médias, dans les conversations. Et donc, l'ambition, c'est de vous en dire un peu plus. Avant cela, je vais passer à la slide suivante pour que nous puissions nous présenter pour celles et ceux d'entre vous qui ne nous connaissaient pas encore. Je suis Ronan Lequéré, je suis directeur associé de l'agence de communication santé Meditup et nous sommes une agence qui ne travaillons que dans le domaine de la santé. Et donc, je suis Charlotte Lenen, je suis du coup directrice associée également de cette agence de communication Meditup. Alors, métaverse, métavers, mais encore. On va déjà revenir sur les fondamentaux et ce qu'est la définition du métaverse. Le métavers ou métaverse, c'est l'association de deux termes qui sont d'une part le terme méta, qui signifie au-delà en grec, et l'association du terme univers, donc au-delà de l'univers. Aujourd'hui, il est vrai qu'on utilise beaucoup le terme de métaverse, en tout cas moi j'ai ce travers-là, et en fait c'est la version anglophone du terme, puisque The Metaverse, c'est le terme consacré en anglais, qui est encore une fois la contraction de méta et de the universe, donc beyond the universe. Mais c'est vrai qu'en français, on devrait plutôt dire le métavers, et c'est peut-être par abus de langage qu'on utilise le terme de métaverse. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, ce terme a été largement démocratisé par Mark Zuckerberg, qui notamment a renommé sa société Meta, qui est donc la société mère qui regroupe Facebook, Instagram, WhatsApp et toutes les autres sociétés qu'il a pu créer ou qu'il a pu racheter. Mais c'est un terme qui n'a pas été inventé par Mark Zuckerberg. En fait, c'est un terme qui vient de romans de science-fiction, qui a été notamment inventé par Neal Stephenson en 1992. Et pour la petite anecdote, Neal Stephenson est aussi l'auteur qui a inventé le terme de avatar. Donc c'est assez intéressant puisqu'on voit qu'on parle d'avatar qui évolue dans le métaverse, mais ce ne sont pas des termes qui sont la propriété ou en tout cas l'invention de Mark Zuckerberg. Alors du coup, pourquoi ce n'est pas son invention? Parce que le métavers en tant que tel existe depuis très longtemps. On le voit par ces jeux-là qu'on vous a mis en avant, par exemple Second Life, c'était du métavers, puisque comme on va le voir par la suite, dans la définition, c'est simplement un endroit où on va avoir des partages, des connexions avec d'autres joueurs dans un univers 3D ou autre. On va rentrer dans le détail. Mais par exemple, du coup, quand on reprend Second Life, quand on reprend Fortnite, par exemple, pour des jeux actuels, ou encore GTA Online, on est dans du métavers. Du coup, par rapport au métavers de Meta. Donc, même si ce n'est pas Mark Zuckerberg qui a créé le métavers, c'est intéressant quand même de comprendre quelle est sa vision du métavers, puisqu'il essaie quand même de donner une nouvelle dimension au métavers. Donc, c'est important de rentrer dans le détail de, pour lui, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, quand on prend la définition, on voit que c'est un monde virtuel où tous les utilisateurs vont pouvoir interagir et du coup, c'est un petit peu assimilé à un réseau social amélioré, en tout cas dans sa définition. Ce qu'il souhaite, c'est de passer d'un Internet 2D à un Internet 3D. Alors, un exemple concret, ce serait par exemple la réunion qu'on est en train de faire actuellement via Zoom avec toutes les petites vignettes. Et bien, ce ne serait plus des petites vignettes, mais on serait directement dans un monde virtuel dans lequel on pourrait partager. Et du coup, ce serait vraiment un monde virtuel qui pourrait être collaboratif, puisqu'on pourrait présenter des éléments en 3D, on pourrait les partager et chacun pourrait venir enrichir l'élément qui est en train d'être partagé. Ça irait même encore plus loin, c'est-à-dire qu'actuellement, quand vous êtes sur Google Maps, vous pouvez mettre le petit bonhomme pour vraiment être au sein de la rue et pouvoir visiter, entre guillemets. Google Street View. Le petit bonhomme qui… Voilà. Eh bien, il n'y aurait plus, entre guillemets, que ce système d'Internet 3D qui pourrait être accessible via un casque et où on pourrait vraiment naviguer au sein du coup d'un métavers qui serait relié à la réalité.
Alors, peut-être point important, c'est que tu as évoqué le terme de casque. L'image sur la droite, c'est un exemple, en fin de compte, de la conférence Laval Virtual qui a eu lieu en 2020, en pleine période de pandémie Covid. Et ils avaient reproduit justement tout un univers virtuel en 3D dans lequel les participants à cet événement, à ce congrès, pouvaient se déplacer. Petit point d'attention, Laval Virtual, c'est un congrès qui est dédié à la réalité virtuelle. Donc, c'est vrai qu'il y avait un public quand même qui était déjà sensibilisé à cet univers du métavers et en tout cas à l'évolution dans des mondes virtuels réalisés en 3D. Donc, créer un monde. Donc oui, on pourra en revenir. Du coup, il y a 3 points essentiels dans les objectifs de Meta pour créer un métavers. C'est l'immersion. Il faut du coup vraiment que ce soit immersif et c'est pour ça que dans le métavers de Meta, on passe souvent par la technologie d'un casque ou en tout cas d'une réalité augmentée ou virtuelle. Il faut que ce soit un monde qui soit ouvert et permanent. Par exemple, le Meta a créé Horizon World, qui est du coup son métavers et dans lequel chaque personne va pouvoir venir créer sa maison, son entreprise, créer en fait un espace qui va être pérenne, qui va être durable et permanent. Donc, pour Meta, cet Horizon World, vous allez vraiment pouvoir créer chacun votre maison et vous allez pouvoir aller dans la maison de votre ami pour pouvoir, par exemple, jouer au poker avec lui. C'est vraiment dans cet objectif-là qu'ils sont en train de développer, du coup, toute une technologie du métavers. Alors, le métavers français, puisque aujourd'hui, il y a une définition qui a été donnée, notamment dans un rapport gouvernemental qui a été publié très récemment, puisque ce rapport date d'octobre dernier. Et en fin de compte, la définition française, c'est aujourd'hui le métavers, c'est un espace interactif qui va permettre de proposer des simulations en 3D temps réel. Donc, temps réel, ça veut dire qu'on évolue en temps réel dans ces univers 3D qui sont partagés pour pouvoir avoir des interactions avec d'autres participants et surtout qui sont persistantes. C'est-à-dire que si on quitte cet univers et qu'on revient, lui-même à continuer à vivre sa vie et il continue à exister, on peut continuer à évoluer dans ce monde-là. Et c'est un univers dans lequel on peut avoir des expériences immersives. Et alors, c'est un point intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de métavers comme le Web 3. Par abus de langage, on a tendance à dire le Web 3.0 en continuité du Web 2.0, mais en fait, le Web 3, c'est pour le Web 3D. C'est véritablement cette ambition-là. Et donc, l'ambition, portée notamment par Mark Zuckerberg, mais par toutes les autres personnes qui travaillent et qui poussent sur le métavers, c'est véritablement de pouvoir échanger dans des univers 3D. Et on va voir qu'il y a des points d'achoppement, notamment entre la nécessité d'avoir un casque de réalité virtuelle, des lunettes de réalité augmentée, ou alors tout simplement d'être sur une interface de type ordinateur, site internet, mais 3D et persistante pour avoir encore une fois des expériences immersives. Donc vraiment, les points d'achoppement entre les définitions du métavers selon le rapport gouvernemental et selon Meta, c'est que le casque de réalité virtuelle ou de réalité augmentée n'est pas obligatoire. Et la définition de Meta, qui cherche véritablement à pousser aussi son réseau social, c'est de pouvoir évoluer justement dans un réseau social 3D virtuel. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Et c'est d'ailleurs pour ça que désormais, on a de plus en plus de mondes virtuels qui se sont créés en parallèle, alors que l'ambition initiale de Mark Zuckerberg, c'était d'avoir un seul monde, Horizon World, qui aurait été un espace de rencontre de tous les internautes et donc un seul métaverse. Et on verra qu'on a des problématiques notamment de normalisation pour pouvoir évoluer et de passage d'un monde à l'autre. Comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ces aspects-là? Du coup, si on résume ce qu'on vient de voir, les impondérables vraiment dans la définition du métavers, ça va être que c'est transfrontalier, c'est-à-dire qu'une personne qui est en France, aux États-Unis, en Australie, va pouvoir interagir et venir créer un élément dans un métavers commun. Donc, c'est vraiment transfrontalier. C'est pérenne. Comme on le voyait, tout ce qui est créé est durable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me déconnecte, ça ne va pas s'effacer. Tout ce que je crée doit rester à l'endroit où je l'ai créé. C'est un endroit également où on va prôner l'échange, c'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas d'être tout seul et de naviguer, c'est vraiment d'être avec d'autres personnes, de pouvoir échanger avec elles et du coup, vraiment de pouvoir créer des choses ensemble. Et ensuite, c'est immersif. Et
tout l'enjeu, c'est sur ce terme immersif. Parce que si on voit la définition française, l'immersion peut passer par un site internet, un petit peu comme ce qui a été fait sur Second Life. Mais si on se rapproche de méta, l'immersion va plus passer par de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle. Et en fait, vraiment, c'est ce mot immersif qui est interprété de manière différente par toutes les personnes qui interviennent au sein de la création d'univers de métavers. Alors, une fois qu'on a rappelé un petit peu ce qu'était le métavers, le concept qui était derrière ce terme, l'ambition, c'est de savoir aussi en santé ce que propose et ce qu'on peut faire dans le métavers. Il y a 4 domaines de prédilection qui sont aujourd'hui utilisés sous ce terme, sous ce concept de métavers et qui ont recours d'une part à la réalité augmentée. Donc la réalité augmentée, vous êtes dans la réalité, on vous affiche de l'information en surimpression, on va venir vraiment surcharger la réalité avec d'autres informations, et la réalité virtuelle où là, vous êtes immergé dans un univers qui a été conçu sur mesure pour l'occasion. Le premier domaine, c'est véritablement la formation. Et on va voir qu'aujourd'hui, c'est un pan qui est très, très largement développé quand on parle de métavers et quand on parle de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, voire même de réalité mixte. On va voir qu'il y a tout ce qui est assistant. Alors, on a parlé d'assistants chirurgicaux, mais c'est l'assistant, en fin de compte, au médecin au sens large et pas exclusivement dans le domaine de la robotique, même si aujourd'hui, le pictogramme pourrait laisser penser ça. Il y a énormément d'applications dans le domaine de la santé mentale, notamment, et on va voir aussi qu'il y a des ambitions qui sont portées dans le cadre des parcours patients, dans le cadre de la prise en charge des patients en fonction de leur pathologie. Alors, je voulais juste rebondir parce que là, on fait justement un focus sur le métavers accompagné de la RR. Donc, effectivement, on est plus sur le métavers de méta que le métavers vu à la française, parce qu'en fait, le métavers vu à la française, c'est des choses qu'on connaît depuis bien longtemps et du coup, qui n'ont pas l'enjeu, entre guillemets, les enjeux sur lesquels on voulait aujourd'hui porter le webinaire. Puisque si on prend des e-learning ou des serious games, des escape games, par exemple, où il y a le côté immersif pour de la formation, en soi, ça pourrait être un métavers à partir du moment où c'est collaboratif et que vous mettez plusieurs médecins à travailler ensemble dans cet univers-là. Donc, c'est pour ça que ça, ce sont des choses qui sont quand même connues et c'est pour ça que là, on voulait faire le focus sur ce qui est en train de se développer, vers quoi on tend et notamment avec une immersion qui va passer par parfois des casques ou en tout cas de la réalité augmentée ou virtuelle. Donc, si on rentre dans la formation, l'objectif de ce métavers, entre guillemets, c'est vraiment de pousser la formation, notamment des chirurgiens, puisqu'on va pouvoir simuler, reproduire des opérations chirurgicales pour de vrai. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre les futurs chirurgiens au contact direct de patients. On ne veut plus qu'ils apprennent, entre guillemets, dans des livres ou sur des corps. On va vraiment les faire simuler. Ou sur des vrais humains. Sur des vrais humains. On va vraiment les faire simuler une opération pour qu'on puisse apprendre directement dans la pratique. L'avantage, c'est que du coup, vraiment, le chirurgien, il va pouvoir s'entraîner et être au contact de patients, d'hologrammes, pour un apprentissage qui va du coup être beaucoup plus efficace. On vous a mis un exemple par la suite. Donc, en 2022, Simango, qui est une start-up rennaise. Alors, ils développent déjà des modules de formation santé immersif, mais qui sont plus basés, on va dire, sur du serious game et du e-learning. En 2022, ils ont annoncé qu'ils allaient se concentrer sur la création d'un learning métasystème qui soit vraiment dédié à l'hôpital. Ils veulent créer un hôpital virtuel qui va être dédié à la formation. C'est-à-dire que les médecins, futurs médecins, étudiants, vont pouvoir entrer dans ce métavers représenté par un hôpital, naviguer dans les différents espaces pour choisir les parcours de formation auxquels ils veulent participer. Par exemple, je vais dans le bloc opératoire, je vais pouvoir me former à des techniques chirurgicales. Je vais au niveau des salles d'examen, je vais pouvoir, par exemple, me former à d'autres techniques, à la discussion, à la formation, vraiment d'autres supports. Des chambres des erreurs aussi, où ils vont pouvoir justement, encore une fois, se tester comme s'ils étaient dans la réalité.
C'est ça. Et du coup, vraiment, les médecins vont pouvoir naviguer. Et du coup, là, on est clairement sur l'aide d'un casque de réalité virtuelle pour pouvoir justement naviguer et travailler sur ces modules de formation. Et ils poussent encore plus loin leur métavers puisqu'ils veulent intégrer au sein de ce métavers des jumeaux numériques qui soient vraiment du coup aussi collaboratifs et évolutifs où les gens vont vraiment pouvoir tester, du coup, travailler sur ce jumeau numérique au sein de cet hôpital présent dans le métavers. Et vous voyez là déjà, on parle du coup d'un métavers dédié à l'hôpital et donc on s'éloigne complètement du métavers de Meta qui souhaitait un seul métavers pour tout le monde et qui soit vraiment un seul monde virtuel où tout le monde vient interagir et créer au sein de ce métavers. Là, on est déjà, chacun crée son propre métavers, donc déjà on s'éloigne de la définition de Meta. Ce qui est intéressant aussi peut-être à préciser dans l'initiative de Simango, c'est qu'aujourd'hui, ils ont pour ambition de pouvoir reproduire 25 services hospitaliers. Donc, quelque part, c'est quasiment 25 spécialités, même si sur certaines spécialités, il pourrait y avoir différentes sous-spécialités qui seraient adressées. Mais 25, c'est déjà un chiffre colossal pour permettre justement aux médecins de pouvoir s'entraîner dans cet univers virtuel avant de passer dans la vraie vie. Un point qu'on n'a pas spécifié, alors c'est Simango, il y a une question sur le chat. Simango, Symango, c'est une startup rennaise. Et effectivement, merci Julie d'avoir répondu à la question de Sylvain sur AR, augmented reality, réalité augmentée, VR, virtual reality, réalité virtuelle. Et donc, c'est ce qu'on expliquait. La réalité augmentée, c'est vous avez un univers, vous avez des lunettes, et on va afficher des informations en surimpression. Donc, vous allez avoir des informations qui vont venir se présenter à vous en plus de l'univers dans lequel vous évoluez réellement. Et la réalité virtuelle, vous avez un casque et vous êtes complètement immergé dans un univers fictif conçu sur mesure. Là, on est clairement sur de la réalité virtuelle. Vous allez voir que dans l'exemple suivant, on va être plus sur de la réalité augmentée. Un point qu'on n'a pas spécifié ici, qui est quand même important, c'est qu'il s'accorde 3 ans pour arriver à créer ce métavers. Donc, ça va être à suivre puisqu'ils viennent d'annoncer le fait de vouloir vraiment créer cet hôpital de demain. Et du coup, va falloir vraiment suivre un petit peu ce que ça va donner. Et par rapport aux 25 scénarios, donc c'est 25 scénarios qui existent déjà, mais on va dire plutôt sans monde virtuel, hein, c'est plutôt du serious game ou du e-learning qu'ils souhaitent du coup adapter à du métavers. L'assistant chirurgical. Donc ici, l'idée, comme le disait Ronan, c'est vraiment de superposer des informations qui vont être essentielles à la pratique. Par exemple, on le voit sur l'image en bas à gauche, on va, grâce à des lunettes, par exemple, pouvoir vraiment, avec précision, voir, par exemple, les veines ou le corps, en tout cas, du patient. Et donc, ça va nous permettre, comme si c'était un GPS, de savoir exactement où piquer, où inciser. Et ça va vraiment venir enrichir et aider le travail du chirurgien. Et donc là, on est vraiment sur de l'assistanat, puisqu'on ne vient pas remplacer le travail du chirurgien, on vient simplement l'aider et le guider dans son opération. Peut-être un exemple, il y a eu une intervention qui a été réalisée à l'hôpital Avicenne, donc de la PHP. Je ne veux pas dire de bêtises, c'est 2017 ou 2019 par le docteur Thomas Grégory, qui est chirurgien orthopédique. Et cette intervention, justement, avait largement été relayée dans les médias, puisqu'il avait procédé à une intervention chirurgicale de remplacement d'une épaule d'un patient avec des lunettes de réalité augmentée et qui lui permettait véritablement de voir où positionner l'épaule, comment ça pouvait aider son intervention chirurgicale. Puis il y a d'autres exemples au Portugal, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, effectivement, là, on voit 2 chirurgiens à droite qui ont du coup travaillé ensemble, mais à distance. C'est-à-dire que nous avions Pedro Gouveia, pour ne pas écorcher son nom, qui lui était à Lisbonne, il portait des lunettes et il était en train d'intervenir sur une opération de cancer du sein. Sur ces lunettes, il pouvait donc voir la patiente qu'il était en train d'opérer et sur les lentilles de ces lunettes étaient affichées en plus des informations essentielles à la chirurgie. Et d'un autre côté, on avait Rogelio Andrés Luna qui supervisait à distance, à 900 km de là, l'opération et qui, lui, en fait, à partir d'un ordinateur portable relié aux lunettes, pouvait complètement suivre l'opération qui se déroulait et pouvait pousser des informations sur les lunettes pour aider, du coup, le chirurgien qui était en train d'opérer. Donc, vous voyez, ils étaient à distance, on avait une supervision, mais pas que, puisque ce n'était pas juste on supervise, on pouvait échanger et pousser des informations pour vraiment pouvoir travailler ensemble malgré la distance.
Alors, je fais un point de focus. On a une question sur le chat qui est bonjour, qu'en est-il de la sécurité des données anatomiques, etc. Patients au sein de ce métavers, les serveurs sont-ils en Europe à minima? Alors, concrètement, on est incapable de vous répondre concernant Simango sur la localisation des serveurs. A priori, ça reste une société française, donc j'espère qu'elle respecte la réglementation concernant la localisation des données, prioritairement en France, voire en Europe, qui sont sur des serveurs sécurisés, donc de type HDS, hébergement de données de santé. Mais maintenant, effectivement, il faut aller voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le métavers de Mark Zuckerberg n'est pas du tout localisé en France ni en Europe, mais plutôt aux États-Unis, et donc sous la coupe du Privacy Shield, qui permet au gouvernement de demander des informations auprès de ces opérateurs et qu'ils ont pour obligation de fournir. Un autre point, c'est que si vous lisez le rapport du gouvernement justement sur le métavers, vous verrez que c'est un vrai sujet qui est relevé au sein de ce rapport, puisque c'est encore très flou. On ne sait pas les informations qui sont récupérées, où sont un petit peu stockées les informations qui sont créées, et tout du coup les données liées à l'utilisateur. Et c'est justement un vrai point de travail, de focus qu'est ce suivi des informations. Et c'est un petit peu aussi là-dessus que va porter, entre guillemets, à tout le futur et la réflexion du développement dans le métavers. Alors, on a évoqué aussi la santé mentale et aujourd'hui, il y a véritablement des thérapies qui permettent d'exposer des patients à leurs phobies, à des syndromes post-traumatiques. C'est notamment largement utilisé pour les militaires donc les militaires américains qui ont combattu sur différents terrains de guerre, notamment en Irak. Et en fait, ça permet de les exposer à ces phobies dans des univers virtuels ou alors, encore une fois, dans le véritable univers et en réalité augmentée. Donc, il y a notamment un psychiatre français qui est le docteur Éric Malbos, qui exerce à la Timone, à la PHM, donc les hôpitaux publics, hôpitaux de Marseille, qui s'est spécialisé sur des thérapies d'exposition qui se déroulent dans des univers virtuels. Et vous avez cet exemple à droite où vous voyez que la personne est exposée dans un avion, puisque c'est une personne qui a priori a peur de l'avion, et donc on va l'aider grâce à des thérapies comportementales et cognitives reliées à de la réalité augmentée. On va l'exposer en fin de compte à sa phobie pour lui permettre de passer le cap, et le médecin est en train d'accompagner cette personne tout au long de ces séances. Donc, il y a la peur de l'avion, il y a aussi la peur de la foule, l'agoraphobie, il y a la peur des araignées. Il y a énormément de sujets qui sont traités par le docteur Malbos dans ces fameux univers virtuels. Et on se rend compte que c'est vraiment une tendance qui est en train de se développer, puisqu'il n'est pas le seul, mais je ne vais pas me rappeler le nom de l'autre médecin, et toi non plus, ce n'est pas grave, qui travaille justement sur toutes ces thérapies d'exposition dans des univers virtuels. Dans la continuité, on se rend compte aussi qu'il y a énormément de champs qui peuvent se développer et qui commencent à se développer justement sur les parcours patients et sur la prise en charge des patients. Alors encore une fois, il s'avère que la santé mentale semble être un domaine d'expertise dans lequel il y a un intérêt majeur, puisque de plus en plus, quand on revient vraiment sur les univers de méta au sens premier du terme, des univers virtuels dans lesquels on va pouvoir créer son monde, et on se rend compte qu'on va pouvoir commencer à construire des cabinets de psychiatrie qui vont permettre à des patients qui sont localisés à un endroit A de pouvoir se rendre chez un médecin qui lui-même est localisé à un endroit B. Dans la réalité, ça peut être à des distances qui sont véritablement très, très éloignées. Mais par contre, dans ces univers virtuels, ça devient des cabinets qui sont accessibles très facilement et très rapidement, et avec des rendez-vous qui vont pouvoir s'effectuer dans le métaverse. Et c'est vrai que le champ de la santé mentale est aujourd'hui le champ le plus développé sur ces aspects-là, tout simplement parce qu'on n'est pas obligé de pouvoir pratiquer des examens cliniques, un examen du patient au-delà, en fin de compte, de la conversation. Donc, c'est vrai que c'est un champ qui se développe énormément, et ça répond notamment à des enjeux qui sont des enjeux soit d'accès aux médecins. Aujourd'hui, en France, si je ne dis pas de bêtises, je crois que ce sont 6 millions de personnes qui n'ont pas de médecin généraliste. Et ça répond à un deuxième enjeu qui est la désertification médicale, puisque des personnes qui sont localisées dans des départements sous-dotés pourraient accéder à des médecins qui eux-mêmes sont accessibles, mais pas du tout à proximité géographique dans la vraie vie. Donc, c'est un autre point qui se développe énormément. Et par rapport à ces parcours patients, il souhaite aussi beaucoup aider les personnes qui, comme là on le voit, les personnes âgées par exemple qui ne pourraient pas se déplacer, eh bien elles pourraient mettre un casque de réalité pour prendre rendez-vous, pour voir régulièrement un médecin, pour faire le suivi des constantes, etc.
Là, on pousse loin parce que la personne qui a du mal à se déplacer, on en discutait, on la voit mal mettre un casque, mais c'est vrai que, en tout cas, sur le papier, ce sont des objectifs de l'évolution du parcours patient et aussi, ne serait-ce que pour des maladies chroniques où on va pouvoir prendre rendez-vous sans se déplacer avec son médecin. Et de l'autre côté, le médecin avec son casque pourrait, du coup, comme le disait Ronan, dans un cabinet médical, voir plusieurs patients à la suite sans justement avoir à recevoir le patient en physique dans son cabinet. Donc voilà, c'est aussi des choses qui sont sur le papier en train d'être poussées, mais pour l'instant, comme vous le voyez, on a mis des exemples à chaque fois sur le parcours patient. On est encore qu'aux prémices, donc c'est pour ça qu'on parle de papier, parce qu'il n'y a pas encore de vrais supports qui ont été développés dans ce sens-là. Donc, ça répond peut-être à ta question, Julie. Est-ce que c'est encadré par la CNAM ou l'ARS? Non, actuellement, ce n'est pas encadré ni par la CNAM ni par l'ARS. Quelles améliorations versus la téléconsultation? Écoutez, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, on est quelque part dans la continuité des actes de téléconsultation, mais véritablement dans ce Web 3, modélisé en 3D. Et au-delà, en fin de compte, au-delà de la téléconsultation, ça permettrait potentiellement justement de pouvoir s'exprimer peut-être plus facilement, puisqu'il y a des études aussi qui montrent qu'avec des avatars, on n'hésite pas à exprimer son ressenti, puisqu'en fin de compte, on est plus représenté personnellement avec sa vraie morphologie, sa véritable anatomie, mais qu'on peut, avec un avatar, justement, être libéré. Alors, il y a la contrepartie, c'est que parfois, jusqu'où est-ce qu'on va dans la véracité des informations qu'on peut diffuser? Donc, les améliorations par rapport à la téléconsultation, actuellement, ce sont surtout celles-ci. Et puis, peut-être aussi le fait de se dire qu'on se retrouve dans un univers virtuel qui, véritablement, dans la réalité virtuelle, a une existence à part entière. Et donc, on a la sensation d'être véritablement chez un professionnel de santé et pas forcément chez soi, à distance, derrière un écran, comme ce qu'on peut faire actuellement. Les challenges du métavers. Alors, les challenges vétérinaires, là, on en a mis 3. Il y en a beaucoup, mais pour nous, c'est déjà les 3 principaux. C'est du coup déjà de démontrer l'efficacité. Parce que là, il y a plusieurs éléments qui commencent à se créer un petit peu partout, mais il n'y a aucune étude clinique au final qui a été réalisée pour vérifier l'efficacité clinique et médico-économique de l'utilisation de ces nouvelles technologies, il me manquait de ces nouvelles technologies dans le traitement, le suivi ou encore la prévention des patients. Donc, on voit sur la chirurgie que ça peut fonctionner, mais sur dans d'autres cadres, comme ceux qu'on vient de citer, par exemple, dans la santé mentale, il faudrait réaliser des études cliniques pour vraiment montrer, prouver que cette technologie-là peut être efficace. Le coût, alors effectivement, pour tout le monde, le coût pour ceux qui veulent créer un métavers et vraiment s'initier au métavers et développer comme le Simango qui développe son hôpital virtuel, il faut du coup investir dans de la technologie, mais il n'y a pas que, il y a aussi toutes les personnes qui vont devoir participer au métavers à la façon méta, avec du coup une immersion qui passe par un casque de réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, et bien là, il va falloir vraiment investir. Et c'est pour ça que, pour l'instant, c'est très bien tout ce qu'on voit, les parcours patients, etc. Mais pour les patients, on ne les voit pas pour l'instant investir dans des casques qui coûtent très cher pour juste aller voir son médecin. C'est pour ça que c'est encore un petit peu tôt, puisque les technologies utilisées pour ce métavers sont encore très chères. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus, et je me permets de moi Charlotte, on voit qu'en fin de compte, les applications elles sont principalement B2B et pas forcément B2C, sauf à partir du moment où on est dans le domaine du jeu vidéo. Ce qui permet de répondre à une question qu'on a actuellement sur le chat, c'est est-ce qu'il existe désormais certains casques accessibles en termes de coût? Alors, il est vrai qu'il y a eu une diminution dans les tarifs des casques. Maintenant, ça reste quand même un appareil qui coûte relativement cher à se procurer, même si la tendance est à la baisse. Et je pondère encore une fois le propos, puisque malheureusement, avec le renchérissement des coûts des matières premières, et notamment des puces électroniques, et on voit que les casques ont du mal désormais à diminuer, même si on n'est pas forcément dans une phase d'augmentation des coûts. Et je t'ai interrompu. Pas de souci. Et pour du coup, le dernier point, c'est aussi l'interopérabilité, parce que là, actuellement, pour les professionnels de santé, tout l'enjeu, c'est toujours l'interopérabilité des différents logiciels qu'ils utilisent et comment, du coup, par exemple, une consultation dans le métavers pourrait rentrer dans un de leurs logiciels. Voilà, il y a un vrai travail aussi par rapport à ça, puisque ça reste une technologie qui est adossée à d'autres éléments, mais qui vit pour l'instant sa vie vraiment de manière à part entière. Alors, on fait un petit point de focus sur les questions. Quid de l'impact RSE sur cette nouvelle technologie?
Alors, pour être très franc avec vous, moi, je n'ai pas de réponse sur l'impact RSE, responsabilité sociale et environnementale de cette nouvelle technologie. Peut-être les déchets qui peuvent être générés avec ce type de dispositif et j'espère qu'on peut les recycler. Donc, je n'ai pas vraiment de réponse pour être très franc. Je ne sais pas si toi, tu as un complément. Non. Quel intérêt pour une entreprise comme Medtronic d'investir dans cette technologie? Former à vos dispositifs, je pense que c'est le premier objectif, de pouvoir modéliser vos dispositifs dans un univers virtuel et d'inviter des médecins chirurgiens ou autres médecins à venir découvrir cette technologie, les former à l'implantation de vos technologies, à l'utilisation de vos technologies, sans forcément mobiliser des blocs opératoires dans lesquels vous avez pu réaliser des installations ou alors des showrooms que vous pourriez avoir à disposition. On pourrait pousser vraiment à la réflexion où il y a une opération et vous avez 15 participants qui assistent à l'opération du coup avec des casques et qui vont pouvoir voir un petit peu sous tous les angles ce qui va se passer et par le biais en fait d'un métavers et créer un métavers avec justement une opération qui va pouvoir être partagée à plusieurs. Alors, il est 9h30, on va arriver à une conclusion, mais il y a un point qui nous a semblé hyper intéressant. Alors déjà, l'Union européenne a organisé une soirée dans le métavers qui lui a coûté la bagatelle de 387 000 euros et il y avait 6 personnes. Donc, on voit qu'aujourd'hui, le métavers reste coûteux et qu'il faut promouvoir le métavers si jamais vous souhaitez y aller. Le rapport gouvernemental qui nous a été demandé précédemment, qu'on vous enverra à l'issue du webinaire, prouve que personne ne sait ce qu'est le métavers. Et alors, nous, on a un exemple qui est assez intéressant, c'est que on a eu énormément d'inscrits sur ce webinaire, même si là, actuellement, vous êtes encore 40. On sait qu'il y a pas mal de no-show. Mais c'est vrai que ça reste quelque chose qui est méconnu. Et alors, dernier chiffre clé assez important et assez intéressant, c'est que 62% des Français ne voient pas l'intérêt du métavers. Donc, on voit, il y a quand même, encore une fois, énormément de communication. Il y a peut-être aussi une accessibilité qui doit passer par une réduction des coûts qui permettrait, en fin de compte, de voir les usages se développer. Et c'est un peu comme Second Life qui, finalement, a été peut-être présent sur le domaine du métavers trop tôt. Et il y a aussi un aspect time to market, c'est pouvoir être présent au bon moment. Et je pense qu'on est encore aux prémices et que de ces technologies-là, même si on voit que dans le domaine de la santé, notamment sur les interventions chirurgicales et sur la formation, il y a un intérêt à y aller. Donc, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais voilà, ça reste encore à développer. En conclusion, du coup, il y a plusieurs définitions, comme on l'a vu, qui sont notamment basées sur l'interprétation qu'on se fait de l'immersion. Mais il y a un socle commun, c'est un endroit de partage, d'échange entre des utilisateurs. Et c'est un monde qui va au-delà du réel et qui est pérenne. Pour nous, le métavers, il n'a pas encore fait ses preuves. On l'a vu notamment parce qu'il y a plusieurs difficultés, les coûts, la technologie, l'interopérabilité et bien d'autres. Et notamment aussi tout ce qui va être les données d'hébergement. Il y a des perspectives qui nous semblent intéressantes, qui sont en cours de réflexion, voire de développement. Mais pour nous, c'est encore un peu précoce pour les industriels. Et donc, c'est pour ça qu'on serait plus sur un wait and see et on se refait ce webinaire d'ici déjà 3 ans, voir ce que donne Simango, et voire 6 pour voir ce que donne Meta. Parce que même Meta, ils l'ont avoué, ont beaucoup de freins, rencontrent beaucoup de difficultés par rapport à ce qu'ils voulaient, ne serait-ce que sur l'hologramme, la risée entre guillemets de Mark Zuckerberg, où on est revenu sur un avatar Sims de Nintendo qui date de 10 ans, alors que ce qu'ils voulaient, alors que ce qu'ils voulaient, c'était vraiment avoir un hologramme qui allait pouvoir retransmettre les traits, les traits du visage en direct pour qu'on puisse passer des émotions via cet avatar. Donc, ne serait-ce que là, pour voir un petit peu ce que ça donne dans quelques années, pour nous, c'est attendons un petit peu avant d'y aller et surtout attendons de voir si ça fonctionne et si, comme disait Ronan, le time to market, on est bon ou pas un peu trop tôt. Voilà, on en a terminé avec notre présentation. Alors, on s'excuse, il est 9h33, on a un peu débordé. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez encore. On a essayé d'y répondre tout au long de ce webinaire. On reste à votre disposition. Vous pouvez nous envoyer vos questions par Internet. Donc, vous nous envoyez un email, on y répondra. Et pour celles et ceux, on va vous envoyer la présentation et le replay. Et on vous partagera le rapport dans l'email qu'on va vous envoyer. Merci encore à toutes et à tous. On vous souhaite une très, très bonne journée et une très, très bonne année. On n'est pas encore le 31 janvier, donc par la même occasion. Merci pour votre attention. Il n'y a pas de questions. Non, je crois qu'on a répondu au fur et à mesure. On va terminer ce webinaire. Merci encore à toutes et à tous. Au revoir.